Bonjour. Est-ce que vous n'auriez pas une petite pièce, s'il vous plaît? Il me reste 2 € pour payer une nuit dans un hôtel. Ça fait une semaine que je suis à la rue. Il fait froid en plus. Vous avez tous déjà vécu cette situation. Moi aussi. Pendant 30 minutes, j'ai fait la manche. Après, j'ai arrêté. C'était vraiment horrible. Pendant ces 30 minutes, j'ai accompagné un ami à moi que j'ai rencontré, un ami sans domicile fixe. Cet ami, il s'appelle Gary, il a 27 ans et ça faisait plus de 10 ans qu'il était à la rue. Quand je l'ai rencontré, la première chose qu'il m'a demandé, c'est si j'avais pas un poulet rôti. Ça m'a fait rire et je me suis dit que cette rencontre allait marquer un tournant dans ma vie et dans la sienne. Ça faisait un petit moment que je me posais beaucoup de questions sur la pauvreté, le sans-abrisme, et j'arrivais pas à comprendre pourquoi, en France, il y a plus de 200 000 sans domicile fixe. Du coup, pendant mes études à Supaéro, j'ai réfléchi à un projet pour leur venir en aide. L'idée, c'était de les aider à sortir de la rue. J'avais réfléchi à la digitalisation de l'aumône. Le principe, c'est que tout le monde, grâce à son téléphone, pourrait donner un peu d'argent aux mendiants qui croisent dans la rue. Je pensais que c'était une excellente idée à l'époque. Quand j'ai rencontré Gary, il m'a expliqué un peu son parcours. Il m'a expliqué qu'il était tombé à la rue parce que ses parents l'avaient exclu de son foyer à cause de son homosexualité. Il m'a expliqué aussi que pendant qu'il était à la rue, il aidait lui-même d'autres sans-abri. Il faisait des distributions alimentaires, il a mis en place des squats pour héberger des jeunes migrants isolés. Bref, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Il m'a aussi expliqué que mon idée d'aumône digitalisée, c'était de la merde. Pourquoi? Pas parce que les sans domicile fixe n'ont pas de téléphone. Ça, c'est une idée reçue. En fait, 80% d'entre eux ont un smartphone. Il m'a expliqué que c'était une mauvaise idée parce que seulement 10% des sans domicile fixe sont mendiants. La plupart sont invisibles. Il m'a aussi expliqué qu'une grosse partie des sans domicile fixe n'ont plus le courage et l'envie de sortir de la rue. En fait, en 30 minutes d'échange avec Gary, il a chamboulé toutes mes connaissances sur le monde de la rue. Et du coup, je me suis dit que j'avais mis la main sur une mine d'or. C'était une opportunité pour moi, qui avait envie de lutter contre la précarité, en commençant par le bas de la pyramide, et du coup, je me suis lancé dans cette quête pour trouver un moyen d'éradiquer la pauvreté. Ma première étape, ça a été d'aller sur le terrain. J'ai fait ce que Gary a fait. On s'est occupé de faire des distributions alimentaires, vestimentaires. On a trouvé des bénévoles à droite à gauche. On faisait le tour des restaurants, des magasins, des particuliers. On a organisé tout ça. Et ensuite, on allait dans Paris, sur la place de la République, mais aussi au niveau du périphérique, là où il y a tous les camps de migrants. Ça a été une période de ma vie qui a été extraordinaire, parce que ça m'a permis de rencontrer des personnes qui avaient des trajectoires de vie ahurissantes. J'ai aussi pu leur poser des questions sur leurs besoins, essayer de comprendre comment faire pour les sortir de la rue. La première chose dont je me suis rendu compte, c'est que d'un point de vue vestimentaire, ce qui manque aux personnes de la rue, c'est des chaussettes. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, ça a du sens. Les chaussettes, c'est quelque chose qui prend l'eau super rapidement et ça s'use facilement. Aussi, j'ai appris que la plupart des sans domicile fixe ne mouraient pas de faim, alors que moi je pensais que c'était le besoin principal des personnes à la rue. En fait, il y a beaucoup d'associations qui font de l'aide alimentaire, et moi, il m'est arrivé que lorsque je donnais un repas à une personne, on me le refuse, parce qu'il y avait déjà une association qui était passée juste avant. J'ai aussi compris, en allant discuter avec les migrants, que c'était extrêmement compliqué d'avoir sa régularisation. C'était un parcours long et fastidieux. En fait, avec cette première expérience, j'ai compris que l'aide alimentaire et l'aide vestimentaire, c'était pas suffisant pour aider les personnes à sortir de la précarité. Du coup, j'ai continué ma quête. À côté de ça, je continue à voir Gary de plus en plus souvent. Je me suis mis dans l'idée de l'aider à sortir de la rue. Il faut savoir que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Ça se demande pas, ça se fait pas au premier désir. En fait, sortir de la rue, c'est comme arrêter de fumer. C'est une addiction. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de commencer et c'est beaucoup plus difficile d'arrêter. Imaginez en plus que vous avez des potes, quand ils fument, ils vont pas vous aider à arrêter de fumer. C'est la même chose avec les amis de la rue. Ils vont pas vous aider à sortir de la rue. Du coup, je me suis posé la question,
c'est quoi le premier besoin pour Gary? Comment je vais faire pour l'aider à sortir de la rue? Est-ce que c'est de trouver un travail? Est-ce que c'est de trouver un logement? Est-ce que c'est de toucher le RSA, cette aide inconditionnelle qui permet d'avoir 500 € par mois? En fait, c'est rien de tout ça. Parce que sans des papiers, on ne peut pas avoir de travail, pas de logement, ni de RSA. Et pour avoir des papiers quand on est à la rue, c'est un parcours du combattant. Ce qu'il faut en fait, c'est une adresse de domiciliation. Et le seul moyen de l'obtenir, c'est de passer par une association ou le service social d'une mairie. Le problème avec ces structures, c'est qu'elles sont saturées. Il y a un délai d'attente d'au moins 6 mois. Donc imaginez de garder la motivation alors que vous vivez à la rue et d'attendre 6 mois, voire 1 an. Ce qu'on a fait avec Gary, c'est qu'on a rusé. J'ai demandé à un particulier de lui faire une attestation de domicile. Et à partir de là, tout s'est décanté. Il a pu trouver un compte bancaire, ce qui lui a permis de recevoir sa paye lorsqu'il a commencé à travailler. Il a pu trouver un logement. Et je me suis dit que c'était le début d'un conte de fées, qu'on avait réussi à le sortir de la rue. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. Parce que pour sortir de la rue, ça demande encore plus que ça. Déjà, ça demande de l'envie. Et en fait, ça demande beaucoup de courage. Imaginez qu'une fois que vous êtes à la rue, vous vous accommodez à cette violence, aux agressions. Vous vous accommodez au fait de dormir sur un sol froid dans un parking. Vous vous accommodez au fait de dormir sur le canapé d'un inconnu en qui vous n'avez pas confiance, mais qui vous permet d'être hébergé. En plus de ça, vous créez des relations avec des personnes lorsque vous êtes à la rue. Vous créez des liens forts parce que vous vivez des expériences troublantes. Et lorsque vous voulez sortir de la rue, vous devez tourner cette page, couper ces liens, créer des nouvelles relations avec des personnes en dehors de la rue. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. En fait, on pourrait penser que ça nécessite un accompagnement psychosocial, que des associations doivent aider les personnes à sortir de la rue. Et c'est le cas. Sauf que Gary, il avait déjà essayé. Il a été accompagné par plusieurs associations. Et ça n'a pas fonctionné. Moi, ce que j'ai compris, c'est que Gary, il avait besoin d'un ami, tout simplement. Une personne en qui il peut avoir confiance, une personne qui croit en lui et qui va être là pour lui. C'est ce que j'ai essayé d'être pour lui, et ça a plutôt bien fonctionné. Grâce à mon expérience avec Gary, j'ai compris que je ne pourrais pas aider tous les sans domicile fixe. C'était tout simplement impossible. Parce que tout le monde n'a pas envie de sortir de la rue, et parce que tout le monde n'a pas le courage pour sortir de la rue. J'ai aussi compris qu'une chose était primordiale pour sortir. C'est le lien social. Pas le lien avec un aidant, un travailleur. Le lien avec un ami qui croit en vous. Et ça a été une révélation pour moi. Du coup, on voit à quel point il est compliqué de sortir de la rue. Et on peut se demander s'il est possible d'éviter de basculer vers la rue. En France, il y a des dispositifs qui permettent ça. Par exemple, on a le chômage. Lorsqu'on perd son travail, on est assuré d'avoir des revenus pendant 2 ans à peu près. On a également le RSA, qui permet à des personnes en situation de précarité d'avoir un revenu minimum. Ce revenu, même s'il est vraiment bas, c'est 500 € par mois, il a le mérite d'exister. On pourrait penser du coup que l'État français a une politique sociale qui est excellente. En fait, c'est totalement faux. Parce qu'il existe une zone d'ombre, un monstre de précarité. Ce monstre, c'est la période entre 18 et 25 ans. En gros, l'État considère que tous les jeunes entre 18 et 25 ans sont censés soit travailler, soit étudier. Il n'y a pas d'autre alternative. Mais c'est totalement utopiste. Toutes les aides sociales pour ces jeunes sont conditionnées à ces 2 situations. Il n'existe aucune aide sociale inconditionnelle. Et je vais vous présenter une population dont on parle très peu, mais qui mérite qu'on se batte pour elle. Cette population, ce sont les jeunes majeurs en situation de rupture familiale. Qui sont-ils? On peut avoir des jeunes qui ont été accompagnés par l'aide sociale à l'enfance. C'est un dispositif qui accompagne les jeunes dont les parents ne peuvent pas s'occuper d'eux et qui les place en foyer ou en famille d'accueil. Le jour de leurs 18 ans, le jour de leur anniversaire, la mesure de placement cesse. Et ces jeunes se retrouvent seuls, isolés socialement et sans ressources. On a aussi des jeunes migrants qui arrivent en France et qui doivent attendre plusieurs mois avant d'être régularisés. Ils sont également seuls, sans ressources et isolés socialement. Et enfin, on a des jeunes comme Gary, qui sont exclus de leur domicile
à cause de leur orientation sexuelle ou de leur transidentité. Ils sont aussi seuls, sans ressources et isolés socialement. En fait, ce qu'on demande à ces jeunes, c'est de construire leur avenir alors même que leurs parents ne s'occupent plus d'eux. On leur demande de construire leur identité alors même qu'ils doivent faire face avec des troubles psychologiques à cause de leur rupture. En fait, on leur demande de devenir des adultes instantanément. Qu'est-ce qui est fait pour les aider ? On a des associations de terrain qui font un travail extraordinaire. Elles s'occupent de les héberger et de les suivre psychosocialement. Le problème, c'est que les structures sont saturées. Il y a beaucoup trop de demandes par rapport à l'offre. Du coup, c'est la politique du chiffre qui prévaut. Et beaucoup de jeunes restent à la rue. Du point de vue des aides sociales, qu'est-ce qu'il existe ? Nous avons le RSA jeune, la garantie jeune, le contrat jeune majeur, le fonds d'aide aux jeunes, l'aide aux demandeurs d'asile, les bourses d'études. On pourrait se dire que c'est suffisant. Mais en fait, plus il y a d'aides, plus c'est le bordel. Ces aides, elles ne répondent pas du tout aux besoins des jeunes. Je vais prendre 3 exemples. Pour la bourse d'études, imaginez un jeune qui vient de se faire exclure de son domicile. Il doit continuer ses études. Il fait une demande de bourse, sauf qu'il est encore rattaché au foyer fiscal de ses parents. Donc il n'est pas forcément éligible. Et pour obtenir le détachement, il faut attendre au moins 6 mois. Pendant ces 6 mois, vous devez trouver un hébergement tout seul, vous devez continuer vos études. Comment vous faites ? C'est impossible. Deuxième exemple, le RSA jeune. C'est une aberration. Le RSA, normalement, pour le toucher, il faut attendre d'avoir 25 ans. Dans certains cas, on peut le toucher si on a moins de 25 ans. Une des possibilités, c'est d'avoir travaillé 2 ans sur les 3 dernières années. Ouais. On va prendre des chiffres. Sur les 180 000 bénéficiaires du RSA jeune, il y a seulement 4% qui sont dans cette situation. 90% des bénéficiaires, ce sont des jeunes avec un enfant. En fait, pour toucher cette aide, faites des enfants. Dernier exemple, le contrat jeune majeur ou la garantie jeune. Ce sont des aides qui sont limitées dans le temps. Ça ne peut pas dépasser plus d'1 an. Et en plus de ça, elles sont conditionnées au fait de suivre une formation courte et professionnalisante pour trouver un emploi rapidement. Le problème, c'est que ces formations, elles ne correspondent pas forcément aux besoins et aux désirs des jeunes. Donc au meilleur des cas, vous trouvez un emploi qui est précaire. Au pire des cas, vous vous forcez à suivre une formation qui ne vous plaît pas, vous décrochez et vous quittez votre parcours d'insertion. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? En fait, quand il n'y a plus personne pour vous aider, il faut vous débrouiller par vous-même. Du coup, c'est de la délinquance, de la criminalité ou de la prostitution. Selon une étude de l'INSEE, en 2016, si on prend une population des anciens qui sont passés par l'aide sociale à l'enfance, 38% ont commis une tentative de suicide. 29% sont passés par la prison. 31% sont passés par un hôpital psychiatrique. Et 25 sont tombés à la rue entre 18 et 21 ans. Est-ce que c'est le genre d'avenir qu'on veut réserver aux jeunes en situation de rupture familiale ? Je pense pas. Pour moi, la solution, elle est simple pour ces jeunes. Il faut mettre en place une aide inconditionnelle pour les moins de 25 ans. Et c'est ce que j'essaye de faire au sein de mon association Tirelire d'avenir. Avec ces 3 expériences, les distributions alimentaires, Gary et les jeunes majeurs, on peut dresser un cadre pour éradiquer la pauvreté. Il y a 3 piliers de base, qui sont le logement, le travail et l'accompagnement social. Ces 3 piliers sont nécessaires, mais ils ne sont pas du tout suffisants, car ils ne répondent pas assez bien aux besoins. Je vais vous présenter 3 autres piliers. Le premier, c'est l'administratif, le deuxième, le lien social, et le troisième, c'est les aides inconditionnelles. L'administratif, parce qu'on ne peut pas attendre pendant plusieurs mois avant d'avoir son statut. C'est impossible de continuer à rester à la rue. En fait, on ne permet pas de briser le cercle de la précarité assez rapidement et d'accéder facilement au logement ou au travail. Le deuxième, c'est le lien social. Ce lien, il est primordial. En fait, les personnes qui sont à la rue, souvent, ce qui leur a manqué, c'est le réseau. C'est la connexion avec des gens. Et ce lien social, en plus de ça, il peut être complémentaire avec l'accompagnement social. Parce qu'un travailleur social, il ne pourra pas apporter de la proximité affective à ces personnes. Et le dernier, c'est les aides inconditionnelles. Pour moi, c'est le plus important.
En fait, il y a des aides qui existent pour les plus de 25 ans. Il faut les mettre en place pour les moins de 25 ans. Pendant la crise du Covid, on a réussi à trouver de l'argent pour les secteurs les plus touchés. Maintenant, il faut réussir à trouver de l'argent pour les personnes les plus fragiles. La prochaine fois que vous allez croiser une personne sans domicile fixe, je vous invite à ne pas l'ignorer. Vous pouvez lui dire bonjour, lui faire un sourire. Vous pouvez échanger avec elle si vous en avez envie. Vous pouvez apprendre son parcours, son histoire, savoir à quel point il a été résilient. C'est super important, parce que c'est comme ça qu'on pourra faire évoluer la conscience collective. Et sans ça, on ne pourra pas imposer à l'État de prendre ses responsabilités. Parce que c'est pas possible de laisser notre jeunesse se perdre et tomber dans la criminalité, dans la rue ou la prostitution. Il faut arrêter de combattre les symptômes de la précarité une fois qu'il est trop tard. Il faut commencer à combattre la précarité en amont du basculement vers la rue. Merci.